Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information qu'on ouvre par ce décret. Décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la Société des eaux de Guinée. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration de la Société des eaux de Guinée les personnalités ci-après désignées. Président du conseil d'administration, Dr Naman Keïta, ancien ministre. Membre, Monsieur Mohamed Traoré, ancien ministre. Monsieur Joachim Laba, en service au ministère de l'économie et des finances. Monsieur Mandjou Kondé, en service au ministère de l'énergie et de l'hydraulique. Dr Mohamed Lamine Yansane, en service au ministère de la Santé. Monsieur Famoudou Kourma, en service au ministère du Plan et du Développement économique. Monsieur Ibrahima Bari, en service au ministère des Travaux publics. Représentant des usagers, Monsieur Ousmane Keïta. Représentant du personnel, Madame Fatou Chérif. Article 2. Le présent décret prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 14 février 2019, signé professeur Alpha Condé. Le président de la République a reçu en audience aujourd'hui plusieurs personnalités dont l'envoyé spécial de l'émir du Qatar, principal sujet au cœur de cette rencontre, le renforcement de la coopération entre les deux pays. Ibrahima Keïta. Cette série d'audiences a commencé par la société égyptienne LCD Electric, spécialisée dans le domaine de l'électricité. Avec le président de la République, les échanges ont porté sur la possibilité d'intervention de cette société égyptienne en Guinée dans le domaine de l'eau et de l'électricité. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a surtout insisté sur ses préoccupations qui se résument à la résolution définitive du problème de courant et d'eau en Guinée. Le PDG d'Elvesti Électrique rassure. Nous avons parlé des opportunités d'investissement dans le domaine de l'eau et de l'énergie. Lorsque vous investissez dans le domaine de l'eau et de l'énergie, cela permettra d'attirer beaucoup d'autres investisseurs. C'est vraiment le cœur de notre métier. Nous allons voir comment mettre cela au service de la Guinée. L'envoyé spécial de l'émir du Qatar, lui, était porteur d'un message de l'émir à son frère et ami, le président de la République, le professeur Alpha Condé. Au cours de cette audience, les deux personnalités ont mis l'accent sur le renforcement et la diversification des relations d'amitié et de coopération entre le Qatar et la Guinée. Une coopération bilatérale qui doit toucher plusieurs domaines d'intérêt réciproques. Il a transmis les salutations fraternelles de son frère, son ami l'émir du Qatar. Nous avons passé en revue de voir les relations bilatérales entre les deux pays. Nous avons promis que nous allons renforcer nos relations d'amitié et de coopération dans les domaines d'investissement, du commerce et d'autres domaines d'intérêt commun. Nous avons fait appel aux techniciens afin qu'ils puissent suivre les dossiers, les engagements, les conventions et les traités qui ont été déjà entre les deux pays. Le président de la Fondation des écoles maritimes turques a été aussi reçu en audience par le président de la République. Il a été surtout question du renforcement des liens de coopération entre les deux pays, une coopération bilatérale que les deux pays souhaitent se diversifier. Nous venons de Turquie, nous sommes venus en Guinée pour rendre visite dans nos écoles qui appartiennent à la Fondation Marif de Turquie. Et également, nous sommes venus pour remercier son Excellence, Monsieur le Président Alpha Condé, pour le soutien et pour tous les aides qu'il nous a apportés pour la création de nos écoles et pour le soutien actuel. Nous sommes là aujourd'hui pour montrer que les relations entre les deux pays, les relations bilatérales socio-économiques sont vraiment importantes pour les deux pays, mais aussi
aussi, il ne faut pas oublier que les relations socio-culturelles sont des fois plus fortes que les relations économiques. Les élèves diplômés des écoles Maarif de Turquie vont créer un pont entre les deux pays au niveau des relations socio-culturelles et économiques. Aujourd'hui, je remercie encore une fois son Excellence, Monsieur le Président, de son soutien et de son aide. Le chef de l'État s'est aussi rendu à la maison mortuaire de Hadja Kamba, l'épouse de feu Lamine Condé. Professeur Alpha Condé et sa suite sont venus présenter leurs condoléances à la famille éplorée. Dans cette logique, les différents intervenants ont remercié le chef de l'État pour son humanisme et sa compassion envers ses compatriotes, où qu'ils soient. Koko fo faramaye namo dantumanya mamare ne nani kana faramuri mamare namo ko kana ka ay sabarlandi mare wala kala nan da donado namo wala ala suiso ala sawoga so kura mentunu namma namo ale naletere namo anale tununama namo akanka koko cha na kusukoro arumbra bo abra akakela la na koroma namo koni nabori manto mana ka dona nutaka alaka kana se adokema namo aditro o sele القرآن والشفاء ورحمة المؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد قد دعت إلى جادرك يا رسول الله والسلام لله رب العالمين. Le conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi à Sékou Touré. La rencontre a réuni les membres du gouvernement autour du chef de l'État et a abouti à quelques grandes décisions. Nous vous proposons d'ailleurs un extrait de ce compte-rendu qui vient de nous parvenir. Suivez. Monsieur le Président de la République a demandé au gouvernement d'approfondir la réflexion autour de l'application d'une disposition constitutionnelle, article 145, appelant l'État à garantir un service civique ou militaire aux citoyens âgés de 18 à 30 ans. Il a rappelé que ce service permettra d'inculquer à tous les étudiants la culture du civisme, de la citoyenneté et de la solidarité en vue de répondre aux besoins d'amélioration substantielle du comportement des populations en général et des étudiants en particulier. Le chef de l'État a donné des instructions fermes interdisant formellement l'utilisation des militaires pour assurer la sécurité personnelle, garde-corps de citoyens privés. En dehors de cas exceptionnels reconnus par l'autorité, tout contrevenant ainsi que les supérieurs hiérarchiques ayant autorisé ou toléré cette pratique seront sévèrement sanctionnés. Le président de la République a rappelé les directives relatives à l'utilisation des sirènes par les véhicules de l'État. Seuls les véhicules dûment autorisés par la réglementation en vigueur sont habilités à user d'avertisseurs sonores spéciaux dans le cadre de missions officielles. Le chef de l'État a exigé l'application dans les meilleurs délais de nouvelles procédures de passation des marchés publics ramenant au niveau des autorités contractantes, en particulier au département sectoriel, la mise en œuvre des opérations de lancement et de dépouillement des appels d'offres publics. Il a cependant insisté sur la nécessité d'en définir les formes et modalités de manière à garantir la transparence et la régularité des procédures. Le président de la République a invité les services et départements ministériels concernés à organiser un vrai débat national autour des problèmes liés au pèlerinage à la Mecque, de manière à circonscrire les difficultés auxquelles sont confrontés de façon récurrente les pèlerins guinéens. Une commission regroupant les secteurs publics et privés a été constituée dans le but de préparer cette large concertation en vue de mettre un terme au dysfonctionnement qui affecte l'organisation du pèlerinage au lieu saint de l'islam. Le chef de l'État a instruit les ministres en charge du transport et des travaux publics de veiller à l'application stricte des normes de la CEDEAO relatives à la charge à l'essieu des véhicules poids lourds afin de préserver l'état des routes et réduire les risques d'accidents de circulation liés à la surcharge. Au titre des questions diverses, le ministre en charge de la Justice a informé le Conseil de la fin du procès des assassins de Mme Boiro et de M. Paul Temple Cole.
qui met ainsi un terme à l'impunité dans cette affaire. Les prévenus ont été condamnés à perpétuité avec une peine de sûreté. Il a également informé de la condamnation d'un militaire coupable de meurtre d'un manifestant ainsi que celle d'un policier coupable de sévices corporels. Le Conseil s'est félicité de ces avancées qui marquent un tournant important de l'activité judiciaire nationale du point de vue de l'impartialité et de la crédibilité de l'institution judiciaire. Le Conseil des ministres. C'est parti pour les états généraux de la décentralisation et du développement local, un moment de réflexion, de partage et de grandes annonces. Cette première journée était présidée par le chef de l'État. Professeur Alpha Condé a posé le diagnostic précis de la décentralisation guinéenne. Sanassi Keita. États généraux de la décentralisation et du développement local. L'événement mobilise pendant 2 jours ici à Conakry, membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers de la Guinée, autorités préfectorales et régionales, ainsi que les élus locaux, avec en toile de fond relever tous les problèmes liés à la politique de décentralisation et du développement local, afin d'apporter des solutions claires et précises pour le plus grand bonheur des Guinéens. Une initiative du président de la République saluée par l'ensemble des artistes du pays qui véhiculent un message de paix pour une Guinée unie et forte, résolument tournée vers l'avenir. De l'administration du territoire et de la décentralisation s'est réjoui de la tenue de cet événement important initié par le président de la République, professeur Alpha Condé. En acceptant d'organiser les états généraux de la décentralisation et du développement local, avec la participation de tous les acteurs concernés par la mise en œuvre du processus, son Excellence, Monsieur le Président de la République, entend démontrer une fois encore la détermination de son gouvernement à œuvrer pour la promotion de la démocratie participative et de la gouvernance locale. Il n'est pas superflu de rappeler que le développement de notre pays passe par le plein épanouissement du citoyen à la base au travers des dimensions politiques, économiques, sociales et culturelles qui sont les siennes. C'est le credo qui nous a amenés à faire de la politique nationale de la décentralisation le cadre idéal d'expression de la pleine citoyenneté, partant de la voie idéale d'aboutissement au développement durable des communautés à la base. Cette option, après plus d'une décennie d'hibernation de la démocratie de proximité, rendant de facto illégaux et illégitimes les conseils locaux, a été confortée grâce à Monsieur le Président de la République d'une part, par l'organisation des élections communales du 4 février 2018 sur l'ensemble du territoire national et d'autre part, par la dynamique démocratique imprimée à la crédibilité du processus. Aujourd'hui,
Monsieur le Président de la République, toutes les 342 collectivités locales, soit 38 communes urbaines et 304 communes rurales, disposent d'exécutifs locaux installés et fonctionnels. Ainsi, la tenue de ces élections et la mise en place des exécutifs municipaux constituent désormais une garantie de légitimation des politiques publiques locales de développement décentralisé. Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, depuis 1985, la politique de décentralisation s'est enracinée dans notre pays comme le modèle d'administration le plus apte et le plus efficace pour lutter contre la pauvreté. Le constat factuel le prouve à suffisance, parce que cette politique permet aux populations de choisir démocratiquement leurs élites dirigeantes et à partir du potentiel local, avoir la liberté d'opérer le choix du modèle de développement en définissant à souhait leurs besoins prioritaires grâce au diagnostic participatif communautaire. Le citoyen est au cœur de ce processus et son implication auprès de la responsabilisation de ses élus dans la gestion des affaires locales constitue un préalable de la bonne gouvernance locale dans un contexte de stabilité politique et de paix sociale à cultiver par la conjugaison des efforts de tous et de toutes. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, chers élus, un élu est l'expression ou l'émanation d'une volonté locale manifestée dans les urnes. Quant aux maires, plus spécifiquement, ils sont les relais qui incarnent et consolident la République sur le terrain. Ils ne sont plus partisans des causes politiques ou politiciennes. Dans l'exécution de leur mission de service public, les maires ont une obligation de traitement équitable et d'équité envers tous les citoyens sans exclusive. Ils sont des agents publics au service des populations dans leur diversité d'opinions et de convictions. Les maires sont garants du renforcement de la paix et de la gestion locale, de l'unité nationale, de la sécurité des personnes et de leurs biens, de la tranquillité publique et de la construction d'un climat serein de coexistence pacifique entre les différentes composantes sociales du territoire communal. Ils sont aussi les principaux acteurs de la conduite du développement participatif endogène de la commune. En s'appuyant sur l'effectivité du transfert des compétences et des moyens que sous-tendent les politiques publiques, les maires faciliteront l'atteinte des objectifs du développement durable par l'accès des populations aux services essentiels de base dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique communautaire, des pistes rurales, de l'assainissement, etc. Comme nous le voyons, la fonction de maire exige des capacités et des valeurs de justice sociale, favorisant l'émergence d'une économie locale, source de revenus et créatrice d'emplois et de richesses. Cela suppose naturellement qu'ils ont obligation de se positionner en prestataires impartiaux de services publics. Le maire se distingue par la culture de la bonne gouvernance locale, en respectant les principes de participation, d'équité, de transparence et surtout de redevabilité vis-à-vis des populations qui ont grand besoin d'informations sur la gestion des affaires locales. L'objectif du président de la République, l'artisan de ces assises de Conakry, est d'impulser une nouvelle dynamique à la politique de décentralisation et du développement local en Guinée, afin que celle-ci soit un véritable levier du développement à la base. L'organisation des États généraux de la décentralisation et du développement local est une opportunité dans la vie de notre nation pour mieux cerner de près les réalités du terrain afin de pouvoir mieux lutter contre la pauvreté et changer les conditions de vie de façon radicale, paisible et valeureuse de la population. Nous devons tirer les leçons de l'évolution du monde, éviter l'égal développement entre les villes et les campagnes,
entre la capitale et l'intérieur. Nous voyons ce que ça fait comme conséquence que nous voyons aujourd'hui, ce que pas dans beaucoup de pays développés. Le fait que certains sont considérés comme les favorisés du développement et d'autres comme les exclus. Nous devons éviter que notre pays se retrouve dans cette situation. C'est pourquoi il est extrêmement important que le jeune Guinéen, n'importe où il est, qu'il soit à Conakry, au fin fond de Yomou ou de Zérekoré, doit se sentir Guinéen ayant les mêmes avantages que celui qui est à Conakry. C'est ça qui est important aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons convoqué cette réunion de l'ensemble des préfets, des sous-préfets, des élus locaux. Car qui connaît mieux la situation des populations dans ces régions, sinon eux? On ne peut pas être à Conakry président ou ministre ou premier ministre et savoir exactement comment vivent les populations localement. Mais aussi, je remarque aussi très souvent que nos représentants dans les régions ou les préfectures ne sont pas très souvent auprès des populations. J'ai fait une tournée dans beaucoup de préfectures et de sous-préfectures. J'ai constaté qu'il y avait des sous-préfectures qui n'ont jamais vu un préfet. Alors, si le président peut aller dans une préfecture, comment ça se fait que le préfet ne peut pas y aller? Voilà donc une des tares de notre administration. Le fait que les dirigeants sont coupés de la base. Quand ils sont coupés de la base, ils peuvent être les représentants. J'espère que les nouveaux élus éviteront cette tare. Si on est maire ou conseiller, parce qu'on a été élu. Mais on a été élu pour refléter les préoccupations des populations et leur apporter une solution. Mais ce n'est pas souvent le cas. Donc, ces états généraux doivent être un moment de vérité où nous devons nous parler franchement, voir quels sont nos tares, quels sont nos manquements face aux demandes des populations. Cela est fondamental, sinon les états généraux ne servent à rien si ce n'est pas un débat franc qui consiste à voir de quelles maladies nous souffrons et comment guérir ces maladies. Alors je vous souhaite la bienvenue à cette importante rencontre inédite initiée par le gouvernement. À cette heureuse occasion, j'adresse mes chaleureuses félicitations à tous les nouveaux élus et les exhorte à se mettre au travail avec ardeur afin que nous puissions ensemble relever de nombreux défis auxquels notre pays est confronté. Ainsi, vous mériterez la confiance et l'espoir placés en vous par vos mandats légitimes que sont les populations qui n'aspirent qu'au bien-être. Au nom du peuple de Guinée, je vous invite instamment à vous engager résolument dans le sillage du renforcement de l'unité nationale et de la réalisation des objectifs du Plan national de développement économique PNDS à faveur de la lutte contre la pauvreté. Mesdames, Messieurs, votre élection à la tête des exécutifs locaux confirme à tous les niveaux que le choix du peuple de Guinée repose substantiellement sur le fondement du principe d'accession et d'exercice démocratique du pouvoir par l'expression du suffrage universel. Car seul le suffrage universel confère à un individu de parler au nom du peuple. Ce ne sont pas les ONG ou les gens qui se proclament porte-parole du peuple alors que personne ne les a élus et qui ne sont qu'eux-mêmes et ne présentent qu'eux-mêmes. Évidemment, aujourd'hui, l'évolution du monde est en train de nous donner raison. Ceux qui soutenaient ces ONG qui ne représentaient rien sont en train d'être confrontés à ce même problème chez eux. Donc, ils comprennent mieux maintenant qu'ils ne peuvent parler au nom du peuple que seuls les gens qui sont élus par le peuple. Il s'agit là du suffrage universel, il s'agit là de valeurs qui font la vertu de la République. Elles paraissent essentielles pour la considération des acquis démocratiques et la bonne marche ascensionnelle de notre pays. Et comme vous le savez, sans compromission, j'ai consacré tout mon temps à défendre ces vertus cardinales pour que tous les fils et filles de Guinée puissent exercer pleinement leurs droits sans équivoque et se sentir égaux dans la jouissance des normes consacrées par notre Constitution. En guise de rappel historique, après l'ouverture de notre pays au libéralisme politique et économique à partir de 1984, l'avènement de la décentralisation fut consacré comme système de gouvernance et moyen de développement économique et social. Depuis cette date, des progrès énormes ont été accomplis dans le domaine de la décentralisation, faisant de notre pays
un État unitaire décentralisé. Mais il reste encore beaucoup à faire, car la décentralisation n'a pas encore atteint son but, pour plusieurs raisons. D'abord, elle n'a pas été poussée à bout. Deuxièmement, la mauvaise gouvernance. Il faut reconnaître que la mauvaise gouvernance, ce n'est pas seulement au niveau central, mais aussi de décentralisation. Combien de responsables locaux élus recevant ce que les miniers ou d'autres pays détournent, loin de vivre le dernier cas à Dubreka, donc où une société de carrière a payé des milliards et la population se révoltait en pensant qu'ils n'auraient rien payé, alors que les responsables de la vérité ça y ont détourné. Donc, nous veillerons strictement à ce que l'argent de l'État, qui soit au niveau central, décentralisé, préfet sous préfecture, soit dépensé selon les règles des finances publiques et non pas au profit de quelques individus qui se proclament les seuls. J'ai souhaité donc vous réunir pour partager avec vous ma nouvelle vision de notre politique de décentralisation. Les incompréhensions sociopolitiques durant ces dernières années, ponctuées pendant une période circonscrite de 2 ans par la maladie à virus Ebola, ont empêché d'apporter des réponses adéquates aux demandes sans cesse croissantes des citoyens à la base. Toutefois, des progrès notables ont été accomplis dans des domaines sensibles, améliorant ainsi la fourniture de services sociaux de qualité à la base aux populations. Ces présentes demandes demeurent aujourd'hui au cœur des préoccupations de mon gouvernement, car il reste encore beaucoup à faire. Tenant et réalisant allègrement mes promesses, non sans difficulté, exécutant l'exact majeur des programmes de société proposés au peuple, à la dimension de nos possibilités, j'ai entrepris tout au long de son second mandat de réforme qui permettent d'asseoir une politique plus à l'écoute de nos populations. J'ai aussi engagé un processus de dialogue politique permanent, constructif, entre les composantes politiques et sociales, pour éviter à notre pays de basculer dans des tentatives engendrant des risques de tensions communautaires, mais aussi assurer notre souveraineté. Car les problèmes guinéens ne peuvent être résolus que par les Guinéens. Nous n'accepterons jamais que des personnes extérieures à la Guinée viennent nous imposer une solution. En aucun cas nous la l'accepterons. Il est donc évident que la décentralisation permet ce cycle libératif d'échanges fructueux au quotidien en citoyens de même localité autour des questions d'intérêt local. Elle permet également l'affirmation des identités et des valeurs propres tout en favorisant dans la cohésion l'émergence d'une solidarité naturelle forte, levier de promotion du développement participatif. Dès lors, le renforcement des capacités managériales du leadership de chaque collectivité locale doit s'affirmer pour éviter l'éclosion d'une gouvernance décentralisée relevant d'un caractère prioritaire de la lutte contre la pauvreté. Mesdames, Messieurs les maires, je voudrais que chacun de vous s'inscrive dans cette dynamique pour mettre fin à la récurrence des violences politiques et sociales et engendrer des crises que notre pays a malheureusement connues ces dernières années. Une situation déplorable qui a exposé le pays à l'hésitation de certains investisseurs étrangers au motif que le pays souffre d'un déficit de stabilité. Mesdames, Messieurs les maires, cela fait 8 ans déjà que nous avons entrepris ensemble dans la priorité des réformes structurelles au niveau des secteurs névralgiques, notamment de l'économie, des mines, de l'énergie, de l'hydraulique, du social et de l'administration. Ces réformes ont rencontré des imprévus. Moi, j'ai été géré avec courage et institution nationale que seul les Guinéens sont capables d'assumer. Souvenez-vous des 2 ans de lutte commune contre le virus Ebola qui nous a éprouvés, mais où les Guinéens ont été valeureux. Car contrairement à d'autres pays où c'est des personnes extérieures qui ont soigné, nous c'est des Guinéens. Bien sûr nous avons payé cher, beaucoup de médecins sont morts, mais aujourd'hui nous avons la fierté d'avoir des Guinéens capables de soigner des virus. Nous avons la fierté aujourd'hui d'avoir 50 médecins guinéens actuellement à nos pays frères Congo-Kinshasa en train de lutter contre la fièvre Ebola. Ce ne sont pas des gens venus des États-Unis, de France ou d'Angleterre, mais c'est des gens venus de Guinée qui apportent leur contribution à nos frères du Congo-Kinshasa. Le travail déjà accompli, qui a produit des résultats plausibles, quoi qu'il reste encore un vaste chantier à bâtir, nous ne faisons pas d'illusions, il reste encore beaucoup à faire. Que je m'engage à ouvrir une brèche d'espoir portant sur la gouvernance locale, entièrement consacrée à la promotion, à l'approfondissement de la décentralisation et à la consolidation du développement local, prévoyant du développement équitable à la base. Mais l'inégalité se révèle là encore tant par la faute du gouvernement que des populations. La faute du gouvernement, combien il y a de femmes préfets? Regardez la composition de la salle,
Combien il y a de femmes préfets, combien il y a de femmes gouverneurs? Monsieur le Premier ministre. Mais la même chose s'adresse à nos populations. Il y a combien de mères, il y a combien de femmes mères? Il y en a combien? Donc, nous parlons du genre, mais nous sommes encore très loin, Monsieur le Premier ministre, monsieur les membres du gouvernement. Donc la considération de la décentralisation est une nécessité absolue qui s'impose au contexte de notre pays. La poursuite du procédure conduira à terme, après la mise en place de communes, conformément aux dispositions de la Constitution, à celle des régions comme second niveau plus étendu de collectivités décentralisées. De ce fait, la régionalisation complétera l'assise d'organisation territoriale décentralisée. Ce autre niveau s'occupera du développement régional intégré à travers l'essor des dynamiques locales, créant des conditions de cohérence, d'un maillage de développement des territoires, accélérant du coup la réalisation des projets d'envergure infrarégionale par le lien d'arrimage entre la planification locale et celle nationale. Il est temps de relever que dans le processus de réalisation, l'épreuve terre de la ville de Conakry présente actuellement des signes de faiblesse découlant de son statut particulier qui à l'origine s'adaptait aux circonstances de l'époque. À présent, il est nécessaire de l'adapter aux réalités à l'allure métropolitaine prise par la ville et sa périphérie, englobant les préfectures alentours. Il y a besoin de réadapter le statut de Conakry en adéquation avec les préoccupations de la vision du Grand Conakry 2040, à l'alignant sur la conformation des grandes capitales africaines, afin que Conakry devienne une ville moderne à l'image de ses pairs de la sous-région. Mesdames, Messieurs les maires, chers élus, à la phase actuelle de la modernisation et décentralisation exige une autre politique de collaboration entre l'État et les communes. Les collectivités décentralisées doivent être capables, à partir de leurs propres fonds et des appuis financiers directs de l'État, de satisfaire les besoins socio-économiques des populations à la base. C'est une variable qui exige la fourniture de services sociaux de qualité irréfutable aux populations dans le souci constant d'amélioration de leur mode de vie à la mesure des nombreuses attentes qu'elles ne cessent de réclamer à justice. Cependant, l'État est conscient des insuffisances des moyens financiers endogènes, des collectivités locales et de la réalité des ressources exogènes se faisant ressentir au fur et à mesure de l'évolution du partenariat international. C'est en raison de cette réalité que tout a été mis en œuvre avec l'appui de nos partenaires étrangers pour la formulation d'un mécanisme durable et pérenne de financement qui aura pour vocation de doter les collectivités locales de moyens importants favorisant la réduction de la pauvreté dans notre pays. À cet effet, l'État a créé le Fonds national de développement local en vue d'encadrer et d'améliorer le financement de la décentralisation. Ce fonds, d'une importance capitale pour le développement local, sera désormais l'unique porte d'entrée pour les investissements au niveau de collectivités décentralisées. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas plusieurs caisses. Et comme ce sera centralisé, les détournements locaux deviendront plus difficiles. Car si nous sommes en train d'améliorer la gestion de l'État pour que les ressources nationales rentrent, nous ferons la même chose. On ne va pas créer un fonds qui va servir quelques personnes et non pas la transformation de nos populations. C'est pourquoi ce fonds sera géré par l'Agence nationale de financement des collectivités locales, ANAFID, une structure voulue, conçue et animée par le gouvernement pour résoudre la différence de développement qui existe entre nos collectivités locales. Par un système de péréquation et d'établir l'équité et l'équilibre entre les collectivités locales par une judicieuse répartition de la richesse nationale. Elle est déjà fonctionnelle et son abonnement se fait prioritairement à partir des ressources minières dont dispose naturellement le pays, mais aussi par l'apport constant des partenaires techniques et financiers qui souscrivent à accompagner le gouvernement. Cette nouvelle politique de financement de la décentralisation est une innovation, une avancée significative. Et c'est ainsi dans notre volonté commune de renforcer la capacité financière des collectivités à travers une planification participative locale, à travers des outils fiables de gestion locale. Plus de 1000 milliards seront ainsi mobilisés en 2019 et 2020 en faveur des communes pour faciliter l'accès aux services socio-économiques. Mais, mesdames, messieurs, la sagesse enseigne que l'argent n'aime pas de bruit. Mettons tout en œuvre pour éviter les soubresauts à des centres déstabilisateurs.
Construisons les conditions de sérénité, de quiétude et de paix durable par la conscientisation des populations qui vous ont élus pour satisfaire leurs besoins. Il va sans dire que l'Afrique est conçue pour faciliter l'accès des collectivités aux ressources financières adéquates destinées au financement des actions de développement, en assumant concrètement la mise en œuvre des compétences transférées par le Code révisé des collectivités locales. Le dialogue entre élus et citoyens ne doit plus rester comme un rendez-vous légal et administratif automatique. Il doit devenir préventif et permanent à l'initiative des électeurs. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'aller discuter au moment des élections. On doit être de façon permanente aux côtés des populations, non pas de les prendre pour des bêtes à voter en allant les voir uniquement qu'au moment des votes et le reste du temps on les oublie. Voilà une des réalités que nous avons aussi, que nous devons combattre, tant au niveau du gouvernement que des élus locaux. Aboutir à un changement positif tel qu'ambitionné exige une forte prise de conscience sur l'amplitude démesurée des conflits fonciers et miniers récurrents qui essaiment au niveau des différents territoires. Ces conflits qui occasionnent des dégâts matériels importants suivis de morts, détruisant les relations séculaires paisibles entre les communautés, occupent la grande partie des affaires devant les tribunaux. Il en a de même de la transgression et l'agression des réserves foncières de l'État sur les yeux coupables, voire complices particulièrement des élus locaux sous prétexte de la crise du logement. Sous la Première République, tout était clair. La terre appartenait à l'État et les gens avaient l'usufruit. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation totalement ubuesque. On ne sait plus à qui appartient la terre. Donc il est extrêmement nécessaire que nous ayons une nouvelle réforme foncière. Comment voulez-vous que les gens viennent investir? Quand il a fini de tout préparer, quelqu'un serait pour dire non, cette terre appartient à mon grand-père, à mon arrière-grand-père, etc. Comment voulez-vous qu'on puisse investir? Comment voulez-vous que nous venions faire des baux si aujourd'hui on ne sait pas à qui appartient la terre? Monsieur le préfet, aucun préfet n'a le pouvoir de donner un bail, en plus forte raison un terrain. Mais ce que nous avons constaté, il y a des préfets qui ont vendu des terrains. Il y a des maires qui ont vendu des terrains de l'État. Alors que c'est contraire. Cela est très clair. Nous sommes en train de faire des enquêtes. Tout terrain vendu ou baillé de façon illégale sera repris par le gouvernement. Et nous n'indemniserons en aucun cas les terrains vendus illégalement. Nous ne l'indemniserons pas. Par contre, personne ne peut se prévaloir de sa turpitude. Si le terrain est vendu illégalement, mais incluant la responsabilité de l'État, parce que ça a été fait par un fonctionnaire du ministère de la ville, nous indemniserons, mais nous sanctionnerons les responsables. Donc, nous prévenons les préfets et les maires. Il n'est pas question que vous vendez les terres de l'État. Nous allons faire un régime foncier clair. Parce qu'aujourd'hui, les gens se battent pour être maires en pensant qu'ils vont vendre les terrains de l'État et s'enrichir. Non, je vous préviens, quiconque vendra un terrain sera poursuivi. Vous n'êtes pas là pour vendre les biens du pays. Un citoyen peut vendre des terrains qui lui appartiennent. Mais les terres d'une commune n'appartiennent pas au maire. D'une société n'appartient pas au président de CRD. Donc, nous allons veiller de façon stricte. Aucun préfet, aucun maire n'est autorisé à vendre ou à bailler un terrain de zone. Il faut que ça soit très clair. Celui qui le fera sera poursuivi sans aucun état d'âme, qui qu'il soit. Alors, si nous avons fait ces états généraux, c'est pour que les Guinéens, n'importe où il est dans ce territoire, ne se sentent pas oubliés. De quoi nous souffrons aujourd'hui? De l'exode rural qui vide l'intérieur du pays des forces vives et qui viennent devenir des chômeurs ou des bandits à Conakry, parce que tout le monde ne peut pas trouver du travail à Conakry. Mais si nous développons l'intérieur, pourquoi voulez-vous qu'un jeune quitte Yomou, s'il a accès à la télévision, il a accès à l'internet, grâce au fibre optique, s'il peut développer ses activités et s'il peut trouver du travail? Voilà donc le défi fondamental. C'est pourquoi nous voulons écouter tous les préfets, les maires, pour connaître quels sont les problèmes qui se posent. Mais je vous préviens, il faut présenter les vrais problèmes. J'ai fait une tournée en 2000, j'ai commencé la tournée, j'irai dans la sous-préfecture écouter les populations, moi-même. Donc, si vous dites des informations erronées, c'est tant pis pour vous. Parce que quand j'irai, les populations n'ont peur de personne, ni de président, ni de rien. Ils diront ce qui se passe. Donc, quand j'irai, je connaîtrai la vérité. Alors, il vaut mieux venir présenter la réalité de votre sous-préfecture, de votre préfecture, et qu'on cherche des solutions ensemble. Mais
La confiance n'exclut pas de contrôle. C'est pourquoi j'ai dit au Premier ministre, il n'a qu'à se débrouiller avec son gouvernement. Moi, désormais, je serai sur le terrain pour écouter les populations dans les préfectures, les sous-préfectures, les districts, car le peuple doit sentir que s'il a élu les gens, ces gens sont à son service. Il n'y a pas un président au-dessus du peuple, il n'y a pas un préfet. Et aussi, si le président va dans les sous-préfectures, les préfets seront obligés d'y aller plus souvent, ce qui n'est pas le cas. Les gouverneurs seront obligés d'aller plus souvent. Les ministres seront obligés d'aller plus souvent. Autre chose aussi, dès que quelqu'un a un poste, il pense qu'il est devenu maintenant un grand seigneur. Il regarde des gens de haut. J'ai été à Djingira, des gens étaient surpris en disant, mais le président est chef, il est le président, ici les préfets, les sous-préfets nous commandent comme des petits rois télé. Ça aussi c'est fini. Vous n'êtes pas des petits rois télé, vous êtes là au profit du peuple de Guinée. Vous devez être à leur écoute, non pas mépriser les gens en pensant qu'ils ne sont rien du tout. Un homme politique, c'est comme un poisson. Tant qu'il est dans l'eau, il vit. Enlève-le de l'eau, il meurt. Quelle est l'eau de l'homme politique? C'est le peuple. Alors, monsieur le préfet, monsieur le maire de commune, sachez que nous avons un seul chef, un seul commandant, c'est le peuple. Merci. Le président de la République a fait le tour de cette grande salle du Palais du Peuple, saluant ainsi toutes ces personnalités présentes. Le tout suivi par cette visite des stands de l'UNICEF qui évolue dans le domaine social, enfance, état civil, éducation, nutrition, santé, tout en soutenant le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation à travers son PNACC, Programme national d'appui aux communes de convergence. Ces états généraux vont durer 2 jours. De grandes décisions sont attendues à l'issue des travaux. Des décisions pour améliorer la politique de la décentralisation. Tierno Ousmane Diallo. Événement inédit, les états généraux de la décentralisation et du développement local sont à la fois un grand espace de formation des nouveaux élus et une tribune d'expression pour discuter des enjeux de la décentralisation. L'un des messages forts qui aura retenu l'attention des élus et représentants de l'État à la base aura été l'appel du chef de l'État à leur endroit, celui d'être plus proche des populations. Si tu es délégué dans une localité, c'est pour bien travailler en faveur de la population et non en ta propre faveur. Tous les maires nouvellement élus vont essayer de débattre avec les administrateurs territoriaux de tous les problèmes qui assaillent leur localité dans le cadre de la bonne gouvernance. L'annonce de la mobilisation de 1000 milliards de francs guinéens au profit du développement communautaire sur la période 2019-2020 a aussi été saluée. Un engagement pour aider à faire bénéficier les populations des fruits de la croissance économique. Toutes nos félicitations au président de la République par rapport à cette grande annonce qui va toucher directement les collectivités, parce que qui parle de développement à la base. Et les collectivités sont les mieux représentées pour impacter directement le développement tant souhaité par cette République. Les travaux de ces états généraux de la décentralisation et du développement local prendront fin demain. Ils marquent un nouveau tournant dans la vision d'amélioration de la gouvernance locale et sont aussi une occasion de renforcement de liens entre élus locaux, entre communes. Dans l'actualité nationale encore, le blanchiment des capitaux, la Guinée multiplie des efforts pour éradiquer le phénomène. Le ministère de l'économie et la cellule nationale de traitement des informations financières ont lancé un séminaire de réflexion. Plusieurs cadres sont réunis pour trouver une meilleure stratégie de lutte contre ce phénomène. Babintila Souma. La Guinée prend au sérieux la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour protéger l'économie nationale, une synergie d'action des acteurs du domaine est mise en branle. Pendant 3 jours, ces spécialistes examinent les risques liés aux capitaux douteux et le terrorisme international, tout en renforçant les mesures de répression. Il revient à chaque pays de faire l'auto-évaluation au niveau de ces différents secteurs économiques, financiers et même social. Donc partout où justement la menace peut être là pour chaque pays, il faut donc évaluer et prendre des mesures préventives et maintenant à l'après répressives. Tous ces groupes vont travailler sur la base d'un questionnaire, un questionnaire qui nous a produit la Banque mondiale. Ce questionnaire porte
sur les menaces, sur les vulnérabilités au niveau de tous les secteurs de l'État, secteur étatique et secteur privé, et secteur de la société civile. Donc les données collectées vont être compilées et analysées et figureront dans un rapport qui sera soumis au gouvernement. Organisé par la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF sous la tutelle du ministère de l'économie, ces travaux se déroulent avec l'assistance technique de 2 institutions spécialisées dans ce domaine, la Banque mondiale et le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA. Nous souhaitons que les personnes restent mobilisées et que des rapports puissent être produits selon le calendrier qui a été proposé par la Banque mondiale. Une fois que le rapport d'évaluation est produit, que la Guinée puisse mettre en œuvre les recommandations, le plan d'action qui va découler de ce rapport-là pour améliorer son dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Nous sommes au centre de cette activité. Lorsque vous avez de l'argent sale introduit dans votre économie, ça fait beaucoup de dégâts. Notamment, même si on prend rien que l'inflation, puisque c'est de l'argent facile, de l'argent sale et de l'argent qui n'est pas maîtrisé par le système bancaire, ce qui pose beaucoup de problèmes. La Guinée a adopté la loi sur le blanchiment de capitaux en 2006 et en 2007, celle liée au financement du terrorisme. La CENTIF, elle est créée le 24 octobre 2007 avec pour mission principale de lutter contre toute forme de criminalité financière. À ce jour, la Guinée dispose de suffisamment d'instruments juridiques pour dissuader et réprimer les bandits et terroristes à col blanc. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous suivre à Paris, à Barcelone et un peu partout ailleurs dans le monde. C'est la fin de ce journal. Bonsoir et à plus tard.